Bien le bonjour et bienvenue à la prescription avec Fred Lambert. J'espère que vous vous portez bien. Habituellement, dans les débuts comme ça, je vous annonce un peu les concerts que j'ai dans les prochaines semaines. Et là, j'ai une petite pause, ce qui est pas mauvais du tout. Mais en mars, ça repart en grande parce que là, s'il y a une pause de concert, par contre, il n'y a pas pause de répétition. Il y en aura pas mal à venir. Des beaux projets, mais je peux aussi vous dire, vous annoncer que le 15 mars, un nouvel album du Quatuor Molinari, l'intégrale des Quatuors à cordes de Luciano Berio. Première intégrale complète de toutes ses œuvres. Oui, c'est la toute première fois qu'on va retrouver ça sur un seul et même album. Il y a des pièces très lyriques, il y a des pièces parfois arides, ça va vraiment dans tous les sens. Un compositeur assez complexe. Si vous avez de la chance d'aller écouter Symphonia de Berio, vous allez vraiment apprécier. Si vous appréciez ce langage-là, vous allez beaucoup apprécier cet enregistrement qui est stylistiquement très varié, mais très intéressant aussi. Faut vraiment faut être ouvert un peu pour écouter ça, mais on est très fiers. En fait, si je peux être vraiment personnel là-dessus, c'est l'album que je suis le plus fier à date avec le Quatuor. Je trouve qu'on est allé loin dans la préparation, mais aussi dans l'exactitude de suivre la partition. Une autre petite nouvelle, on a un album qu'on a participé avec la chanteuse Karina Gauvin, ça s'appelle Marie-Hubert, fille du roi. Une collection de chansons traditionnelles, on pourrait dire ainsi, que vous connaissez tous, un peu Gai Lola, Gai le Rosier, Les filles à marier, Plus matin que la lune, Belle rose du printemps. Un album qu'on a fait il y a déjà 2 ans environ, puis qui est sorti cette année. Et l'album est en nomination aux Junos dans la catégorie petit ensemble de musique classique, des Junos qui vont avoir lieu à la fin mars. Alors peut-être allons-nous avoir un petit trophée ou pas, mais c'est pas important. L'important, c'est que vous alliez écouter cet album qui s'appelle Marie-Hubert, fille du roi, sur l'étiquette Atma, Karina Gauvin, accompagnée du Quatuor Molinari et de l'ensemble Pentaed. Cette semaine, un comédien que j'aime, que j'adore, que je respecte, et à chaque fois qu'il me fascine lorsqu'il est à l'écran ou encore sur scène, le seul et unique Paul Amarani. Diplômé du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 1993, Paul Amarani est un acteur polyvalent et aux multiples facettes. Au théâtre, la liste des metteurs en scène avec qui il a travaillé est impressionnante. Jean Asselin, Martine Beaune, Sylvain Bélanger, Philippe Cyr, Wadji Mouawad, Catherine Vidal et plusieurs autres. Dernièrement, il était dans la pièce Le Brasier de David Paquet, mais aussi Les Manchots d'Olivier Kegmed, Les Enivrés d'Ivan Virapaev et Intérieur de Cédric Delorme-Bouchard. Les cinéphiles l'adorent. À preuve, il rafle 2 Jutras pour ses rôles principaux dans la moitié gauche du Figaro. Et je recommence lui. Les cinéphiles l'adorent. À preuve, il rafle 2 Jutras pour ses rôles principaux dans la moitié gauche du Frigo, ainsi que pour Kongorama, réalisé par Philippe Falardeau. Il interprète d'autres grands rôles dans 2 films de Sébastien Rose, Comment ma mère accoucha de moi pendant sa ménopause et La vie avec mon père. Il y a aussi des longs métrages, Un capitaliste sentimental et Le cyclotron d'Olivier Asselin, Mars et avril de Martin Villeneuve, Chien de garde de Sophie Dupuis, Genèse de Philippe Lesage, Les salopes ou le sucre naturel de la peau de René Beaulieu et Joulik de Marie-Christine Lehu. Au petit écran, on le remarque dans La galère, Toute la vérité, Trauma, Bunker, La job, 30 vies, Unité 9, Appelle-moi si tu meurs, Mon fils, et dans la nouvelle série Classé secret à TVA. Voici ma conversation avec Paul Amarani.
Et voilà, c'est bon. Salut! Salut Fred. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Écoute, je pense qu'il y avait une période que je te croisais juste tout le temps sur la rue Laurier avec tes enfants. Ouais. Qui étaient petites, là, maintenant c'est des jeunes adultes, genre cégepiennes, là, exactement. Comme ça, ils sont rendus là. Ouais. Est-ce qu'ils suivent les traces de leurs parents? En oui, art? Oui, elles font de la musique, puis elles étaient en chant jazz à Saint-Laurent, mais là, finalement, elles ont décidé peut-être d'aller dans d'autres choses, pour différentes raisons, là, mais elles essayer des choses. Oui, essayer peut-être d'autres choses. Mais elles composent leurs tunes, puis elles chantent. Ouais. Elles chantent depuis qu'elles sont bébés, hein, alors à tue-tête dans la maison. C'est bon, fait ça. Elles ont l'oreille de leur mère. Ouais. Alors, et la créativité du père. Ouais, peut-être, j'espère. Ben, tantôt, tu me disais en rentrant que t'avais complété des nouvelles tunes. Ouais. Que t'allais envoyer ça. Ouais. T'en as combien, là, dans le canevas, là, écoute, je sais pas, j'en ai fait peut-être une vingtaine, on va savoir ce qu'on fait avec ça. Ce qu'on va faire avec ça, là, mais l'idée, c'est de faire peut-être un album, là. Tu serais rendu là, ça serait le combienième? Oh, le deuxième. C'est le deuxième, hein? Ouais, OK, le deuxième en 20 ans. C'est ça, je me suis dit, y a-tu un album qui est passé dans les cracks que je connaissais pas, mais entre le premier album que t'avais fait, puis maintenant, t'as toujours fait de la musique un peu. Oui, mais tu sais, élever des jumelles, continuer à travailler comme acteur. Il y a eu plein de raisons là, pour lesquelles ça a pris une petite pause de 20 ans quand même. Hein? Oui. Mais non, ça fait à peu près 4-5 ans que je me suis remis à travailler là-dessus sérieusement. Là. Mais jouer, c'est surtout ça aussi ton premier métier. Là. Oui, complètement. On va le nommer tel que c'est. Non, j'ai absolument pas j'ai énormément de respect pour les musiciens, puis j'ai vraiment... j'ai pas la prétention de dire que c'est pas parce que je compose des tunes puis que je suis un musicien, tu sais, dans le sens que j'adore faire ça, puis je m'amuse à arranger mes affaires puis tout ça, mais j'ai pas cette, tu sais, je joue pas bien de la basse, je joue pas bien de la guitare, mais c'est juste assez pour composer. Pour ce qu'il faut. Ouais. Mais des fois aussi, comme tu dis, tu t'es fait là, des maquettes, là, on pourrait dire. Ouais. Ici, donc, de tes propres trucs. Puis une fois que tu mets ça dans les mains de quelqu'un d'autre, quelqu'un peut avoir une autre vision, un autre regard là-dessus, puis qui peut amener les pièces ailleurs. Ça, c'est toujours cool. Oui. Il faut avoir cette espèce de flexibilité-là, parce que quand ça fait 2, 3 ans, 4 ans que tu vis avec une toune, puis que, comme je le fais à temps perdu, tu vois, j'ai avancé les chansons un petit peu toutes en même temps, tu comprends? Fait qu'il y en a que ça fait très longtemps que les premières bases ont été jetées, fait qu'il faut avoir cette espèce de flexibilité là. Mais ça ressemblera pas du tout à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Puis je pense qu'à la limite tu peux juste comme pas t'attacher à ces enregistrements là. Un peu, mais en fait un peu comme jouer, non? Un peu comme le texte, parce que quand tu reçois du texte, un bon acteur c'est quelqu'un qui est flexible, je présume, non? Oui. C'est ça l'idée. C'est d'arriver avec... t'as une proposition. T'as une proposition, puis des fois, justement, un metteur en scène ou un réalisateur va t'amener sur d'autres tracks. Ouais. Puis c'est d'être complètement ouvert, d'être capable, justement, d'interpréter le truc d'une autre manière. Moi, j'adore faire ça. Okay. Alors, quand je tourne un film ou une série télé où il y a différentes prises, j'aime ça donner des versions différentes de la scène. Okay. Alors, des fois, arriver avec des embranchements inédits, tu sais. Ouais. J'aime ça. J'aime beaucoup ça. Je me dis que ça leur donne aussi beaucoup de matériel au montage, tu sais. Ouais, puis un autre regard. Mais aujourd'hui, par contre, avec toutes les pressions budgétaires, les tournages, on n'a pas le temps de faire tant de prises que ça. Plus que comparé à avant. Là. Ben, tu vois, le film dans lequel je jouais puis qui est sorti, qui vient juste de sortir des... C'est lequel? Comme le feu. Oui. Que j'ai pas encore vu, là. Ah, ok, c'est un film magnifique. Je pense que là, il est plus au beau bien, mais il va être au moderne, puis il va passer à gauche, à droite ici, là. Mais tu vois, ça, c'est la beauté de comment fonctionne Philippe Lesage, c'est-à-dire que il fait énormément de prises. Mais là, je te parle de 33 prises, là. Mais voyons. Oui. Mais ça, c'est rare. Et moi, j'aime ça. Il y a des comédiens qui trouvent ça tough, mais moi, j'aime ça parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre à aller chercher. Tu sais, en plus, dans ce film-là, ce qui était le fun, c'est que Philippe est
absolument pas orgueilleux de son texte, fait qu'il nous permet de déborder, il nous permet de rajouter des affaires, de réinterpréter les phrases, même rajouter par exemple des éléments de qui viennent du backstory du personnage. Le backstory, c'est comme l'espèce de petite légende qu'on se fait à nous-mêmes. Ouais, oui, c'est ça. Ben ouais. Et ou que l'auteur fait, puis et puis de rajouter des choses qui. Alors dans ce film-là, comme par exemple, on avait trois repas dans le film qui jalonnaient le film, qui étaient 3 moments très importants dans le film. Puis finalement, on les a fait en plan séquence. C'est des scènes de 15 minutes, là, mais puis c'est beaucoup de moments où il y a des moments très angoissants qui peuvent arriver ou des engueulades ou des choses comme ça. C'est prenant. C'est très prenant, c'est très le fun à jouer. Puis Arié Vortalter, mon alter ego dans le film, on s'amusait vraiment à broder là, autour du take. Alors chaque take était vraiment un univers en soi. C'était vraiment très cool. Limite théâtrale un peu aussi, dans la façon de pouvoir jouer, de pouvoir prendre de l'ampleur, prendre la place. Oui, alors comme on le faisait souvent en plan séquence, on n'avait pas besoin de raccord. Mm-hmm. Alors, si, supposons, tu décidais à un moment donné, je sais pas moi, de lever ton verre à telle réplique plutôt qu'à telle autre, tu pouvais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le fun, ça. Ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment un cadeau, là. Parce que, mine de rien, quand t'as quand ton parcours est extrêmement précis, moi, je vois ça comme un slalom en ski, tu sais. Okay. Tu dois passer par la porte 1, 2, 3, 4, 5, tu sais. Okay, ouais. Mais avec ce système-là, c'est que tu pouvais commencer par la 3, revenir à la 2, remonter à la 1, finir par la 4 puis la 5. Ah ouais, si tu voulais. C'était pas exactement comme ça, je le dis de façon assez grossière, mais il y avait cette espèce on pouvait s'amuser un peu comme ça. Mais avec Philippe, il devait avoir une petite équipe de tournage avec lui pour se permettre des longues scènes. Ah, c'était se promener. Ah non, il y avait c'est un bon gros film. Ouais. OK. Ouais. Non, mais je parle non juste pour les déplacements sur non, la caméra était dans 2 des 3 soupers, là, je veux pas dire de conneries, la caméra était assez fixe. Et le deuxième souper, c'était merveilleux. On a un directeur photo extrêmement talentueux qui s'appelle Balthazar Lab. OK. Et lui et Philippe, ils sont comme devenus en osmose. Ça fait une espèce de relation télépathique. Là. Philippe, il me disait des fois, je viens pour lui dire quelque chose, on dirait qu'il le fait avant que je dise. T'sais. Ça, c'est fun. Puis, justement, la caméra se promenait pendant la take. Il y avait une espèce de rack au-dessus de comment on pourrait appeler ça, il y avait une installation qui faisait en sorte que la caméra pouvait être en plein milieu de la table, puis elle se déplaçait d'un coup, oups, c'était sur toi, puis oups, ça s'en allait ailleurs. Elle avait un trajet. Puis elle avait un trajet. C'est le fun parce que même si la caméra est pas sur toi, tu continues à jouer comme dans la vraie vie, comme parce qu'elle va peut-être revenir, parce que alors on est toujours engagé. Tu trouves pas ça difficile? Des genres de tournage comme ça? Des scènes comme ça? Ouais, mais c'est le fun. T'sais. Ouais. Mais toi, t'es... Ben, évidemment, t'es versatile. T'es un comédien. Comme ben des comédiens, tu dois faire un peu de tout. Ouais. Dans le métier, c'est comme ça. Là. Ouais. T'as un trajet de vie que je trouve assez intéressant. Toi, t'as étudié à Brébeuf. Ouais. Ensuite, conservatoire. Ouais. Qui est apparu. J'ai fait 1 an de Sciences Po entre les deux. Pour vrai? Ouais. OK. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait débarquer ou fait embarquer de l'autre bord? Je voulais faire mes auditions, mais moi, j'ai sauté 1 année quand j'étais petit. Il faisait beaucoup ça à l'époque. Puis déjà, j'étais jeune dans ma classe. Fait que je me suis retrouvé à finir mon cégep à 17 ans. Wow. Fait que faire mes auditions... À 17 ans, t'as fini cégep? Ouais. Ouais. Moi, je l'ai commencé à 17 ans. Là. Oui, ça, c'est la chose normale. C'est la chose normale à faire. Et c'est la chose que je conseille aussi. Donc, même si je faisais des bien bonnes auditions, je ne me prendrais jamais à cet âge-là, tu sais. Alors, je me suis dit, je vais faire... je vais aller à l'université dans quelque chose d'autre. Puis j'aimais beaucoup, et j'aime toujours, la politique, les sciences humaines en général. Puis... à l'UQAM? Non, à l'Université de Montréal. L'Université de Montréal. Et puis, j'ai fait mes auditions cette année-là, au printemps. Puis j'ai été accepté. Alors, j'ai fait une seule année. Ouais. Wow. Ouais. Et tantôt, tu disais que tu avais sauté une année à l'école parce que tu étais bon. Parce que tu étais doué. J'avais de la facilité, ouais.
J'avais de la facilité. À partir du moment que j'ai sauté une année, par exemple, c'est devenu tellement difficile au niveau humain que mes notes ont jamais été ce qu'elles étaient avant. Oh. Je suis devenu assez... j'ai toujours été fort genre en français puis en tout ce qui était sciences humaines, là, mais là, surtout à partir du secondaire, là, les maths puis tout ça, ça a commencé. Je trouvais ça tough, là. Maths, physique, là. Ouf. Tu disais humainement parce que t'étais le plus petit de la classe, mais t'étais un peu isolé. Ouais, j'étais rejet, là. Okay. Ouais, moi, j'ai été rejet de 5e année à secondaire 5. Ouais. Donc, c'était une libération de terminer le secondaire. Vraiment. OK. Vraiment. Puis de passer... Secondaire 5, moins pire, là, mais quand même. Donc, tu vas pas au Coventum, toi, en fait. Non. Rien à foutre. Non, c'est tough, le secondaire. C'est fou parce qu'il y en a autant que je connais des gens qui jurent parce que c'était des super belles années. Ouais. Moi, j'ai comme de la misère à je sais pas, peut-être moi c'était l'acné. C'était quand même le fun, mais mon Dieu que physiquement c'était comme rushant. Là. Tu grandis tout croche, pis t'es comme... Ouais. T'es te sens bizarre un peu, puis tout ça. Mais moi, j'avoue que le cégep, ça a été vraiment un cool temps, toi aussi. Moi aussi. Donc, le Brébert, ça avait été le fun. Ah, moi, je suis comme... J'ai comme éclos au cégep, là. OK. Là, enfin, là, j'étais plus... Tu as trouvé des amis? J'avais ma gang de tu sais, qui écrivaient dans le journal de l'école, qui étaient un peu plus marginaux, qui étaient un petit peu plus, tu sais, artistes, machin, puis... Ouais. C'est là que et c'est-tu à ce moment-là que tu as découvert le jeu? Oui. J'en faisais en parascolaire, okay. Mais c'est là que j'en ai fait de façon un peu plus sérieuse. J'ai eu la chance de tomber sur une prof absolument extraordinaire qui a changé ma vie. En fait, c'est Denise Guilbeault, qui est la sœur de Élise. Oui. Qui à l'époque était donc prof de théâtre à Brébeuf Cégep. Et c'est une femme extraordinaire, elle avait juste à peine 32 ans, je pense, à l'époque. Alors, on était très proches d'elle. C'est une femme très charismatique. Puis on avait beaucoup de fun. Il y avait plein de monde le fun dans mon groupe. Il y avait Sylvain Bellemare qui fait du son au cinéma. Il y avait Louise Archambault qui était dans ma classe. Il y avait Joël Morin. Tout ce monde-là était dans... Du monde qui finalement font ça maintenant aujourd'hui. Ils sont dans le milieu. Dans le milieu, ben ouais. Oui, puis je pense que Denise a quand même vraiment influencé pas mal de monde, en fait. Et puis, tu vois, elle m'a dit, regarde, si t'arrêtes de te pogner le beigne, tu pourrais faire le métier. Elle me donnait pas de bonnes notes, même si ça marchait très bien, mes affaires dans son cours. Elle me donnait pas de bonnes notes parce qu'elle me disait, oui, mais tu l'as facile, tu te forces pas. Wow! C'est bon, ça! Ouais. Puis, à quel moment tu t'es mis à te forcer? Tu dirais? Conservatoire, c'est quand même rough. Oui, j'ai trouvé ça très dur, le conservatoire, mais je savais même pas c'était quoi se forcer. Dans le sens que, en tout cas, le conservatoire, c'est une longue histoire, là. J'ai trouvé ça un petit peu difficile, mais j'avais l'impression c'est pas tous les profs qui m'ont aidé, disons. OK. Tu te sentais formaté un peu? Ouais, formaté, ou en tout cas, pas nécessairement toujours bien guidé. OK. Mais il y a de la technique que tu allais chercher, probablement. Ça, c'est sûr. Technique de scène, tout ça. Ah oui, ça, c'est sûr. Ça a été extrêmement important. Puis, quand je suis sorti de là, j'ai eu un parcours un peu, comme tu disais, un peu atypique, parce que quand je suis sorti du conservatoire, tu sais, la voie royale là, de tous les élèves qui sortent du conservatoire, je sais pas si t'es au courant de comment ça marche, c'est les auditions du CATSU. Exactement, les fameuses auditions du CATSU. Les fameuses auditions du CATSU. Ça porte à confusion parce que les gens pensent que c'est des auditions pour jouer au CATSU, mais c'est juste que ça se passe au CATSU. Les gens viennent magasiner. Voilà, c'est comme une foire aux jeunes acteurs. Alors, c'est tous les finissants de toutes les écoles, UQAM, Sainte-Thérèse, Saint-Hyacinthe, Conservatoire, École nationale, même autodidacte et... Même autodidacte, je pense que oui. Je veux pas dire de conneries, mais... Non, mais ça se peut. Et, puis là... Tu vas jouer une scène. 2. 2 scènes? Oui. OK. Tu fais 2 scènes. Et là, voilà. Les directeurs de casting, les réalisatrices, les réalisateurs, les productrices, les producteurs qui cherchent cette année-là, par exemple, des jeunes acteurs dans leur prochaine production, vont là. Et pas juste, il y a des gens du milieu qui y vont simplement pour être au courant des nouveaux visages. Drôle de connerie, je veux dire, mais est-ce que moi, qui n'ai pas producteur de ça, j'aurais le droit d'aller voir ça? Ou c'est une très bonne question, je le sais pas. Ça serait quelque chose de fun à aller voir, parce que, écoute, c'est sûr que c'est tout du monde au sommet de leur forme,
connaissent leur scène, ils veulent du travail. Ouais, ils doivent se donner. C'est épouvantablement stressant. Ils doivent se donner, là. Ils n'ont pas le choix. Oui. Mais tu sais, des fois, cette espèce de stress-là, pareil comme les musiciens classiques, là. Ouais, tu sais, les espèces d'examens, je parlais de la mère de mes enfants tout à l'heure, que tu connais bien, mon ex, Mélanie Bella, qui est une violoniste. Tu sais, elle me racontait ça, les examens de finissant du conservatoire où t'as genre, tu joues, je sais pas, combien de pièces? Une pièce, deux pièces? Mais moi, j'ai pas étudié au conservatoire. Moi, j'étais épargné de tout ça, mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est inhumain. C'est super stressant. Tu te pratiques une pièce pendant des mois pour... puis même les auditions, par exemple, pour entrer dans les grands orchestres, ça n'a aucun sens. Non, je sais. C'est vraiment comme... Comment dire? C'est comme des Olympiens, là. Ah oui, carrément. T'as les tests pour rentrer dans l'équipe nationale, puis là, t'as la course. Ça passe pas. Ça passe pas. Puis tout se joue sur ta course, ou sur ton saut. Donc, puis les comédiens, c'est un peu ça aussi. Oui, des fois, dans les auditions. Tout à fait. Les auditions en général, mais celle-là, ça a quelque chose de particulier. Comme celle de rentrer au conservatoire, mais celle du Katsu, ça a quelque chose de... Fuck! Tu le fais, évidemment. Alors donc, c'est ça, pour te raconter l'histoire. Avant les auditions du Katsu, entre mon show de finissant puis les auditions du Katsu, il y a au babillard du conservatoire, à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur, 193, il y a une petite annonce qui est épinglée au babillard, audition pour le Cirque du Soleil. Et puis à l'époque, Cirque du Soleil, c'était nouvelle expérience, c'était le dernier show, là. Tu sais, on entendait, c'était un success story, mais c'était un cirque qui se promène. Puis 93, attends, y avait-tu le gros show qui avait fait connaître? Allegria? Allegria, non. Ah non, il n'était pas encore sorti. Non. Okay. Alors, ça dit, faut que vous soyez prêts à partir 1 an et demi. On cherche des comédiennes. Là, moi, à l'époque, j'ai pas de confiance en moi. Je suis sûr que ça marchera pas mes affaires comme comédien. Je me dis, bon, je vais m'essayer là. Et on verra. Et ça a marché. Okay. Alors, je pogne le rôle de maître de cérémonie dans le tout premier spectacle permanent du cirque. Qui était... Mystère, c'est-à-dire à Vegas. Mais là, t'as quel âge, là? T'as quoi? T'as 22? 21. Okay. Puis, donc, je l'ai. Puis là, je dois partir 1 an et demi. Fait que là, je me dis, les auditions du Katsu, t'as le droit de les faire une fois. Je vais pas faire une audition pour me montrer disponible quand je le serai pas. Alors, je les annule à 2 jours d'avis. Et je pars. Et finalement, je suis parti 4 ans et demi à Vegas. À Vegas? Ouais. J'étais là, pis tout, là. Ouais. Et j'ai fait 2000 shows de mystère. Et je sais pas comment les gens font ça. Ça n'a pas de bon sens. Ah, moi, j'ai eu beaucoup de fun. T'as eu du fun? Beaucoup. Des fois, t'étais en dehors de ton corps. Je dis, ton corps opère, puis toi, je dis, c'était oui. Il y a un automatisme. Mais c'est sûr. Mais déjà, t'as ça. Même en théâtre, t'as ça. Je veux dire, mais 2000 shows, ça, c'est beaucoup de shows, là. Ah, complètement. C'est comme... C'est pas aussi... Puis t'as pas de texte, là. C'est du langage inventé. En tout cas, dans mon cas, c'était du langage inventé, tu sais. Ouais, OK. Ouais. En plus... Ouais. OK, il y avait... Non, c'était flyé. Donc, t'as passé de 21 à 25 ans. Ouais. À Vegas. Ouais. 22 à 26, ouais. T'as-tu aimé la ville? Comment c'était? Ben, Vegas, c'est spécial. C'était le boom de Vegas. Quand le cirque est arrivé là, ça a donné comme un nouveau souffle à Vegas. Avant ça, c'était vraiment la vieille vision de Vegas. Keten. Les petits shows. Les petits shows un peu Has-Been qui juste à côté. Le seul gros show qu'il y avait, c'était Siegfried and Roy, qui étaient deux célèbres magiciens qui faisaient des trucs, des tigres. Puis tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, le cirque a vraiment changé la ville. Ça a vraiment levé la barre. OK. Sérieusement, je le dis. C'était populaire? On était plein à tous les soirs. Okay. On jouait 2 fois par soir, 1500 places chaque show, plein. C'est complètement sauté. Puis là, t'as fait ça pendant ce temps-là. Ça, c'est un beau moment où est-ce que t'as pu faire un peu d'argent. Exactement. Mettre ça de côté. Moi, j'ai bien des amis qui ont fait le cirque aussi, mais tu sais, à Vegas, justement, des musiciens pour que... Kidam, c'était pas à Vegas. Kidam, c'était en tournée.
Ça, c'est en tournée pour Ouais. attends, qui d'autre que je connais? Mais tu sais, des instrumentistes, des violonistes, ça, puis tu sais, tous ces gens-là, ils ont fait ça. Longtemps, ils ont mis un beau montant de côté. Puis il y en a beaucoup aussi qui se sont recyclés. Parce qu'ils me disaient, tu sais, il y avait tellement de temps. J'ai du monde qui faisait des cours d'ambulancier. Ils ont fait toutes sortes de trucs. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu faisais à Vegas? Je faisais T'as-tu le ta party? Ah, t'es sérieux? Tu t'es fait prendre un peu? Non, 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 c'était correct. Puis tu l'as pas flobé ton argent? Non, non, j'ai été assez discipliné. J'ai mis de l'argent de côté. Quand je suis revenu, je me suis acheté un condo. Disons, à l'époque, j'avais l'ambition d'écrire un roman. Fait que j'étais bien gros dans l'autofiction, là, tu sais, dans cette affaire-là. Alors, j'ai beaucoup écrit. Je me levais, j'allais au café, j'écrivais, j'entrais au cirque. J'allais faire les shows. Puis j'allais faire mes shows, je faisais la fête, je me couchais, puis on recommençait. Et ça recommençait. Ouais. Wow. Puis j'avais une belle gang d'amis, des gens avec qui, écoute, juste avant de rentrer ici, j'étais au téléphone avec l'un d'eux. OK. Donc, t'es resté en contact avec certains gens. Oui. Lui, il est rendu qu'il est à Los Angeles, mais... Et boy, où est-ce que ça va pas super bien? Non, c'est capoté, là. Il a échappé bête. Mais j'ai eu une belle gang d'amis. Si j'avais pas une belle famille d'amis, je serais pas resté là-bas. Mm-hmm. Aussi longtemps? Non. Par contre, après 4 ans, t'as arrêté. Pourquoi? Parce que ça me tentait de faire d'autres choses. Voilà, de faire d'autres choses, de faire vraiment faire l'acteur, là, avec du texte, de la scène, du cinéma, etc. Puis j'arrivais comme un peu au bout de mon idée de roman, là. OK. Puis finalement, je l'ai jamais fait, là, le roman, là. Mais t'as tout ça encore? Ben, c'est drôle parce qu'en ce moment, comme je te disais tout à l'heure, j'étais en train de tout cleaner chez moi, toute ma pièce et tout. Puis là, je suis sorti. Écoute, j'ai jeté, là, des milliers de pages. Milliers? Ah, sérieux? Ouais. Des centaines et des centaines, peut-être pas des milliers. Des centaines et des centaines et des centaines de pages. T'aurais pas engagé quelqu'un pour tout numériser ça? Non, mais il y en a certains qui sont... Il y a une bonne proportion que j'avais corrigé, puis épuré, puis tapé. Ça, je l'ai gardé. OK. Mais tu sais, les calepins, les brouillons, puis tout. Non, j'ai décidé de... Oh my God, tu voulais vraiment écrire. Oui, vraiment. C'est hallucinant, je regarde ça, je dis, mon Dieu. Et c'est encore là? L'idée de ce désir d'écrire, de faire un bouquin? Ben là, non. Mais en ce moment, j'écris des chansons, ce qui est très difficile. Oui. Les textes de tunes, là, c'est vraiment pas évident. Non. C'est un exercice, c'est un autre truc, là. Non, c'est ça. C'est vraiment essayer de synthétiser. Puis j'essaie d'aller ailleurs dans ma façon d'écrire, de pas réécrire comme j'ai écrit il y a 20 ans. Non, oui. Alors donc, de pas aller où spontanément mon cerveau m'envoie. Fait que ça, ce qui est tough. Ce qui est très tough. Ben oui. Alors, ouais, fait que c'est ça. Ça, c'était temps libre. C'était passe-temps, on pourrait dire. Ouais. Qu'est-ce qu'il y en est du jeu? Parce que quand t'es revenu à Montréal avec ton argent pour t'acheter un condo, tous ces écrits-là, comment t'as réussi après à te réinsérer dans notre milieu? C'était le gros défi, puis c'était ma grande peur, tu sais. Ben oui. Sauf que je suis revenu avec une attitude vraiment plus avec beaucoup moins de pression. Premièrement, j'étais beaucoup plus sûr de moi. Ouais. Et je me suis dit, hey, I'm gonna do my thing. Tu sais, okay. Je vais faire mon affaire, je vais le faire comme je le sens, comme je le veux. Puis si ça marche, tant mieux. Puis si ça marche pas, ben on verra. De toute façon, je pensais peut-être justement écrire. Je pensais peut-être continuer cette affaire-là. Ouais, de garder de la créativité là, active. Oui. OK. Mais autrement, je savais pas quoi. Mais j'étais étonnamment confiant. OK. Puis ça aide. Ben, absolument, ouais. C'est attirant, hein, la confiance. C'est attirant, la confiance. Et là, j'arrive, je refais mes auditions du Katsu, et là, le cirque, entre-temps, c'est devenu beaucoup plus gros. Et là, ça attire l'attention. Ça fait comme, oh, c'est le gars qui est allé au cirque. Ah, intéressant. Hein? Okay. Et je fais mes auditions du Katsu avec mes copains de ma classe du conservatoire. Alors, Félix Ross qui me donne la réplique dans une scène, Pierre Rivard qui me donne la réplique dans l'autre, puis c'est Charles Lafortune qui nous dirige.
on est tous des vieux copains de conservatoire, on était dans la même classe. Tu sais, ça fait comme des frères et des sœurs. Hein. 3 ans plus tard, là, on se connaît sur toutes nos coutures. Et les scènes font 8. Ça marche bien. OK. Tu t'en souviens encore? Tu te souviens quelle scène t'as faite? Oui, j'ai fait une scène des gagnants de François Archambault et une scène de Buffet froid de Bertrand Blier. OK. Du film Buffet froid. Oui, c'est ça. Je disais, OK, on peut faire des scènes de films aussi. Non, on n'avait pas le droit, puis je l'ai fait pareil. Puis je l'ai fait pareil. Tu fais taper ses doigts pour ça? Personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Mais ça, tu vois, j'aurais jamais fait ça. C'était une bonne idée, ça. Oui. T'aurais pas fait ça en sortant de l'école? Non. Ben non, t'aurais pas... Je voulais être bon élève, je voulais faire les choses. Là, j'avais l'autre attitude. Non, je vais faire les affaires comme moi, je pense qu'ils sont le fun. Ah, mais c'est clair que t'as attiré l'attention avec cette scène-là. Ben oui, c'est de l'humour un peu absurde. C'est comme Ding Dong, oui, je suis l'assassin de votre femme. Ah ben, rentrez. Ah ouais. Bon, tu sais, ce genre d'espèce d'humour un très noir, weird. Le gars, il se met à accuser l'autre que c'est sa faute s'il a assassiné sa femme parce qu'il l'a laissé traîner la nuit. Tu t'occupais pas bien d'elle. Elle valait mieux que toi. Je me rappelle pas du tout exactement, mais c'était un peu ça. C'est assez chouette. Puis suite à ça, c'est quoi qui s'est présenté? Ben, il y a eu différentes choses. Ça a été vite. Okay. J'ai fait un film avec Lewis Fury. OK. Qui a fait un film qui a pas très bien marché, mais c'est une très, très belle expérience avec Carole Laure. Mm-hmm. Il jouait une espèce de jeune... un enfant adopté qui avait un problème de retard intellectuel. Okay. C'est une espèce de comédie noire, un peu étrange, un peu surréaliste. Mais ce que Carole fait, c'est toujours un peu spécial. Oui, là. Tout à fait. On s'entend. Tout à fait. C'est one of a kind. Ouais. Et puis, tu vois, j'avais 30 jours de tournage. C'était mon premier film, j'avais 30 jours de tournage. Wow. Puis Lewis était tellement tu sais, il me faisait confiance. Ça a été une très, très belle expérience de tournage. Cool. Puis, et là, suite à ça, justement, les gens ont commencé à voir ton nom. Ben, ça a commencé. J'ai fait une première pièce au Katsu avec, justement, Denise Guilbeault. Ma prof du cégep était sortie du cégep pour faire du théâtre de façon professionnelle. Elle mettait en scène. Donc, je fais une pièce avec elle dans Le génie du crime au Katsu. OK. Puis après ça, il y a eu La moitié gauche du frigo. Moi, c'est là, je pense, comme ben du monde, c'est là que je t'ai découvert. Ouais. Avec ce film-là. Film marquant. Même, tu l'écoutes aujourd'hui, ça tient la route. Ah, complètement. À fond, là, c'est même encore avec... Ce qui est fun, c'est que peu importe la situation politique dans laquelle ça bouge en ce moment, le film est tout à fait à propos. T'sais. Oh, oui, ça parle de choses essentielles. Ça, c'était-tu le fun? À tourner? C'était extraordinaire. Mais ça avait l'air, le fun. C'était extraordinaire. C'était une histoire d'amitié. T'sais, on était... il y avait Philippe, il y avait au son, il y avait Sylvain Bellemare, qui était dans ma classe quelques années plus tôt. Il y avait à la caméra, il y avait José Deshaies. Puis on était très, très peu nombreux. On était 4-5 quand on tournait ça, tu sais. Puis c'est devenu vraiment une belle histoire d'amitié. Ça marchait bien, ce film-là, quand il me semble. À l'époque, tout le monde, dans les... Ah, ça a très bien marché. Dans les festivals. Ah oui, puis même à Montréal, on est resté à l'affiche avec Centris à l'époque. Écoute, je sais pas combien de temps, mais vraiment longtemps, là. Ah oui. Ça marchait vraiment très fort. C'est d'ailleurs là que je l'ai vu. Ben J'étais juste en arrière, j'étais allé voir ça. Mais ça avait été... Ouais, là, après, je me souviens que puis ton album est sorti... quelques années plus tard. Quelques années plus tard, c'est ça. 5 ans après, 4 ans après ça. Là, après ça, j'ai fait plusieurs, tu sais, j'ai fait d'autres films. Ça roulait. Tu sais, j'ai tourné dans une galaxie près de chez vous. J'ai tourné différents trucs. Ouais. Et je présume que quand on joue autant, on vieillit. Tu sais, souvent, je l'ai posé la question à des comédiennes. Tu sais, je dis, comment ça va, ton vieillissement en ce moment? Parce que je sais que ça affecte les rôles, ça affecte qu'est-ce qu'on attrape. C'est pas ça peut être rochant aussi, des fois ça fait qu'on se fait moins appeler parce que il y a pas autant de rôles qu'on souhaite. Mais je l'ai jamais demandé à un homme qui vieillit comment lui il voit ça justement, les nouveaux rôles. Il y a moins de rôles. Il y en a aussi en général. Il y en a moins. C'est sûr que j'aimerais tourner plus là. Ben oui. C'est sûr. Puis j'ai l'impression que le milieu, surtout en télé, est de plus en plus frileux. Alors, on voit souvent les mêmes personnes faire les mêmes rôles. Oui.
Ça, c'est curieux aussi. Ça, c'est... En tout cas, moi, c'est ce que les gens me disent dans la rue tout le temps, là. On est vraiment tannés, là, de voir tout le temps les mêmes, là. Ouais. Puis... il y a tout le truc aussi que quelqu'un m'expliquait maintenant que souvent, les gens, avant d'engager des comédiennes, ils vont aller regarder un peu s'ils ont bien du following sur, justement, des plateformes. Comme ça, de cette façon-là, les gens vont faire la promotion de leur affaire, puis ça va les aider à se faire connaître, etc. Ouais. Moi, tu vois, je suis pas vraiment là-dedans, là, tu sais. Non, je sais. Je suis pas vraiment là-dedans. Je me dis peut-être que ça aiderait la business de le faire. Peut-être. Je le sais pas. J'ai jamais été très, très à l'aise avec l'autopromotion. Mm-hmm. Pourquoi? C'est-tu que c'est-tu gênant? Ouais, un peu. Un peu, hein? Ouais. Il y en a qui te détestent. Non, mais tu sais, faire la promotion. Quand je fais un projet, bien sûr, je le mets sur les réseaux sociaux, je vais faire tel projet, venez nous voir, machin. Mais commencer à prendre une photo de moi en train de déjeuner, en train de te préparer à ça. Tu sais, encadrant la belle lumière qui rentre dans mon salon, non. 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 C'est beaucoup de représentation. Je pense pas à ces choses-là, tu sais. Je veux pas me dire, ah, tiens, ce serait un bon moment pour prendre une photo. Premièrement, je suis pas bien bon à prendre des photos. Fait que ça serait pas bien beau. Puis, non, j'ai pas cette espèce j'ai pas ce réflexe-là. Puis là, je le vois des fois, là, on tourne, puis là, il y a une camarade qui va faire, hey, les amis, ça vous dérange-tu, là? C'est pour mon Instagram, je vais prendre une photo. Tu fais, OK. OK. Mais, c'est ouais, c'est ça. C'est une autre façon de figer le temps. Là. Les gens, écoute, la quantité de photos qu'on a maintenant de chacun et de chacune, c'est comme... L'autre fois, j'en parlais avec un ami, Georges Privet, justement, critique de cinéma, puis il me disait, tu sais, il y a des gens, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont tellement de photos d'eux que... combien de temps ça va prendre pour qu'ils puissent toutes les garder? Tu sais, il y avait une époque où les albums photos, ça limitait les souvenirs. Puis là, maintenant, les souvenirs, à la limite, sont diffus ou au moins importants parce qu'il y en a trop. Puis on n'est pas capable de quantifier ou qualifier, mettons, ces souvenirs-là. Bon, finalement, tout est pareil. Bon, souvent, quand tu regardes des photos, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux de gens populaires, ils ont tout le temps la même face. Ils font tout le temps les mêmes genres de photos. C'est comme rushant un peu, tu sais. Mais on est beaucoup là-dedans, cette espèce de composition, de vie, de faire de sa vie une espèce de pub, tu sais. Il y en a qui le voient pas comme ça, je sais, tu sais. Puis j'en connais du monde qui sont super, là. Puis ils le font. Puis ils le maîtrisent bien. Ils maîtrisent bien, puis ça les amuse de le faire, puis ils le font bien, puis des fois c'est super, c'est presque artistique, ça. Ouais. Mais il y a des fois je trouve ça un peu... Je serais un peu gêné, je sais pas, de montrer, regardez comment j'ai une belle maison. Premièrement, j'ai pas une si belle maison que ça. C'est souvent bordel. J'essaie de... Comment ce moment-là, tu fais le ménage? Ouais. Mais, ouais, non, j'avoue que l'intimité... Donc, t'aimes ton intimité, là, cette chose que les gens ont de moins en moins, donc tes trucs à toi, là, plus secrets. Ah ouais? Je sais pas, c'est comme une espèce de pudeur. OK. Pourtant, je suis pas quelqu'un de pudique, mais... faut pas, tu peux pas l'être pour le métier, là, tu sais. Mais montrer à tout... Je sais pas. Non. Je suis peut-être pas... je deviens vieux. Je suis pas à la bonne époque. Bon, peut-être, mais regarde, t'as plein de calepins dans lesquels t'as écrit. Là, d'ailleurs, revenons à l'écriture un instant. Là, tu me disais, j'ai jeté plein de pages, j'en ai transféré, j'écris des chansons, mais l'idée du premier roman, ça va exister, ça, un jour. Ce premier bouquin. Oh non, absolument pas. Pourquoi? Ben, j'aime pas ça. Quand je le relis, je fais comme, oh mon Dieu. Ouais, mais là, quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'édition, tu déposes tes affaires, eux autres vont mettre de l'ordre là-dedans. Non. Même pas. Faudrait que, premièrement, je veux pas que personne mette de l'ordre là-dedans. Là. Si je veux le faire, moi, le réécrire. Sais-tu ce que tu devrais faire? Il y a un truc, ma soeur et moi, on a offert ça, j'en ai déjà parlé, mais on a fait ça à Noël à mon père. Mon père, lui, voulait écrire une espèce de livre pour donner à mes filles, à ses petites filles. OK. Mais, tu sais, il connaît pas tous les rouages, comment ça fonctionne, l'édition, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon à mettre, tout ça. Donc là, il existe une app, un truc AI, c'est vraiment intéressant, que pendant 1 an de temps, un AI t'envoie une question sur ta vie,
Quelque chose de super large. OK. Puis tu réponds ce que tu veux, longueur que tu souhaites. OK. Là, lui, il répond à sa question, c'est sur sa vie, il veut écrire un livre sur sa vie, tu sais, un genre de livre résumé biographique. Et après 1 an, donc ça va être une 50aine de questions, après 1 an, l'AI va te proposer Une biographie. toute écrite, toute faite, avec C'est la bonne forme. Puis, Oh my God. puis si tu l'aimes, je pense une fois que c'est approuvé tout ça, printé, tac, puis là tu peux avoir autant de copies que tu veux, puis tu peux les donner à qui tu veux. C'est quand même un peu cool. J'avoue que je trouve ça, je trouve l'exercice intéressant. Oui, tout à fait. Puis je vais t'envoyer le lien pour que tu te mettes là-dessus. Merci. mais disons que je suis pas sûr que... Je sais pas, c'était très... tu sais, ça parle vraiment de la vie à ce moment-là. Là. Tu sais, puis c'est avec la mentalité d'un jeune homme de 23 ans, 24 ans. Puis une Plus belles espèce de... années, c'est parfait. Ah, je sais pas. Je regarde ça des fois, puis je fais, oh mon Dieu, je me croyais tellement. J'ai comme envie de donner une claque en arrière de la tête à la personne qui a écrit ça. Ouais. Des fois, je fais comme, c'est pas pire, c'est bien écrit, c'est le fun, mais des fois, je suis comme, oh, come on, man. Puis là, et faire de la musique de base, ça, c'est le truc que t'es plus confiant puis que t'as envie de faire puis t'as envie de sortir. Ah, pas nécessairement le plus confiant, mais Non. que ce que j'ai envie de faire. Y a-tu d'autres formes d'art que tu voudrais toucher ou du moins explorer, un peu comme ça? Es-tu un gars d'art visuel ou pas? Absolument Tu pas. touches pas à ça? Non, je suis pas bon là-dedans. Même écrire du théâtre? De faire un truc comme ça? Ou, je sais pas. réaliser? Réaliser, je sais que je dirigerais bien des comédiens. Parce que j'ai un grand respect pour l'être humain derrière le comédien, puis c'est important pour moi qu'une personne soit heureuse Et bien. pour donner la meilleure performance qu'elle a envie de faire. Fait que je pense que c'est un bon point de départ pour diriger. Ouais. Mais être metteur en scène ou être réalisateur, c'est bien d'autres choses que ça. Là. C'est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup de responsabilités. Ouais, à la limite, s'il y avait quelque chose à un moment donné, ouais, ce serait peut-être la réalisation. Réalisation. Enseigner? Peut-être. Enseigner le théâtre? Peut-être. Il me semble que tu dois avoir des pas pires Plus d'un conseils. tour dans mon sac. Ben, il me semble que oui. Sûrement. Je pense que oui. Oui, ça se pourrait. Je le sais pas. Non, tu laisses ça ouvert. À un moment donné, j'y ai pensé. Puis j'ai laissé tomber après. Des fois, j'aime ça demander aux gens, surtout les comédiens et comédiennes, tu sais, toi, tu as travaillé avec un paquet de monde, super varié. Il y a sûrement du monde avec qui tu n'as pas travaillé, et que tu te dis, ça serait peut-être le fun. Est-ce que moi, j'aime ça lancer la chance out there. Surtout que des fois, quand on le nomme, ça se fait après. Bon, toi, y a-tu des gens avec qui tu souhaiterais travailler, que tu n'as pas encore eu la chance? Oh mon Dieu, oui, plein. Il y a plein de réalisateurs intéressants. OK. Mon Dieu, là, tu me prends un peu au dépourvu. Si t'es à l'aise. Ben, c'est drôle parce que j'écoutais j'écoutais ton podcast avec avec Marc-André. Avec André. Ouais, avec André. qui disait qu'il voulait Forcier. travailler avec moi. Ben, écoute. Ça serait le fun. Ça serait le fun en maudit, ouais. Ouais. Là, C'est drôle, il hein, est en train d'écrire en ce moment. Je vais te dire une drôle d'anecdote par rapport à ça. Quand j'étais au conservatoire, en 3e année, André Forcier est venu au conservatoire faire des auditions pour des jeunes hommes. Il cherchait un acteur pour, et là, je veux pas me tromper, je pense que c'était Le Vent du Wyoming. Puis c'est un boxeur. Oui. Puis... Mais attends, mais c'est quand t'étais au conservatoire? Oui. Donc, je vais checker les années. C'est Martin Randez qui l'avait joué finalement. OK. Qui était une année 94. Plus jeune que moi. Qui est sorti, ouais, c'est ça. Ouais. Puis il m'avait dit, écoute, bon, ça marchera pas. De toute façon, tu sais, il faut que t'aies un physique de boxeur. Puis bon, c'est pas ton cas. Puis je vois pas pourquoi il a dit ça, mais bon. Mais il m'a dit, mais inquiète-toi pas, tu chômeras pas. OK. T'avais dit ça. Oui, il m'avait dit ça. Pas pire mot d'encouragement, ça m'avait quand même pas mal encouragé. Ça m'avait fait vraiment plaisir. Wow. Et puis, par la suite, on a failli travailler ensemble il y a une dizaine d'années. OK. Puis, bon, finalement, ça n'a pas marché. Ouais, mais des fois, c'est des circonstances. Ouais. C'est comme... Puis lui, c'en est un qui fait un cinéma tellement à part, différent, Ouais. créatif. Tu sais, c'est quand même un événement, ces films. C'est le fun, tu sais. Ouais.
Ah, tout à fait. Est-ce que tu suis beaucoup ce qui se passe, point de vue théâtre, cinéma, tu sors-tu beaucoup ou t'es plus? Je t'avoue que je suis devenu un peu, avec les années, là, on dirait que je suis pas le seul à faire ça, je suis devenu plus casanier, là. Okay. Mais je vais quand même, tu sais, je suis invité aux premières de théâtre, alors j'y vais. Okay. Tu vois, cette semaine, j'ai été voir le solo de Evelyne Rompré au Katsu. Tout le monde parle de ça. C'est extraordinaire. C'est quoi ça, ce show-là? C'est vraiment extraordinaire. C'est un solo? Ouais, c'est un solo. Je veux pas en dire trop okay. parce que il y a comme une espèce de concept dans le truc, un concept narratif puis un concept poétique, puis on le comprend très rapidement dès que le show commence. Okay. Mais ça marche et ça nous emporte. Ça dure pas longtemps, ça dure 1h10 peut-être, je sais pas. Parfait. Ben écoute, c'est un sprint d'1 heure. OK. Puis c'est sold out. Écoute, j'ai voulu me pogner l'étiquette. Non, c'est extraordinaire. C'est le fun, ça. Un show de théâtre sold out, là, comme ça. Espérons des supplémentaires. Mais donc t'as eu du fun. Ouais. Cool. Ouais, c'est extraordinaire. Evelyne, j'ai eu le bonheur de jouer avec elle à plusieurs reprises. C'est vraiment une actrice extraordinaire. Puis cinéma, tu réussis à rester à jour un peu ou pas trop? Ou... Oui, un peu. Mais là, tu vois, c'est les rendez-vous du cinéma québécois le mois prochain. Alors ça, là, je vais aller voir... je vais me rattraper. C'est ça qui est merveilleux pour les rendez-vous, c'est que c'est un peu une rétrospective. Fait que tu peux vraiment te rattraper sur tout ce que t'as pas vu dans l'année. Ce que t'as manqué. Puis tu peux... c'est ça, tu peux te faire un petit festival, là. Ouais, non, ça c'est le fun. Ouais. Mais t'es pas trop movie buff, là. Tiens, mettons, c'est une question. Là, non, pas trop. Pas trop. Je l'étais beaucoup quand j'étais plus jeune, mais je le suis moins, je vais t'avouer. T'es plus musique? Ben, je suis vraiment, ces dernières années, je suis vraiment obsédé par mon histoire de projet musical, puis je me lève très tôt pour faire ça. OK. Quand je travaille pas, T'en écoutes beaucoup de musique? J'en écoute quand même. Ça doit tough parce que tu veux pas non plus te laisser influencer. Des fois, j'aime ça être influencé. Ouais. C'est le fun mais, ouais, justement, il faut faire attention. Mais je suis persuadé que si mes choses sortent, tu vas pouvoir, plein de monde vont faire, oh mon Dieu, ça ressemble à ci, ça ressemble à ça. Tu sais, parce que j'en ai pas fait des tonnes d'albums. Je pense que c'est les premiers albums, c'est beaucoup ça. Tu sais, t'entends beaucoup les influences. Puis j'ai malheureusement pas roulé ma bosse là-dedans. Malheureusement, c'est drôle, hein? T'aurais aimé ça être musicien? À temps plein? Peut-être, oui. Musicien, pas dans le sens, pas nécessairement être musicien pour d'autres projets. Là. Non, mais je parle à temps plein. Tantôt, de qui on parlait? On parlait de quelqu'un à qui tu voulais peut-être donner... Antoine Corriveau. Bon, tu sais, comme Antoine. Antoine, je trouve qu'il est un merveilleux exemple de musicien contemporain. Tu sais, dans le sens qu'il fait ses tunes, mais en même temps, il réalise. Il est engagé pour faire des fois des... Tu sais, je pense qu'il fait des singles pour des trucs de pub. Il fait... Un musicien aujourd'hui ne peut pas être juste... Il y en a une couple, il y en a quelques-uns, là, tu sais, qui vont juste écrire leurs trucs, puis ça se termine là, mais aujourd'hui, non. Comme les acteurs. Ouais. Qu'on peut pas juste faire du théâtre. Tout le monde fait... Il y en a-tu des comme ça qui font que c'est des juste... Ben oui, il y en a. Il y en a, mais tu vis pauvre. Même, oui. Ou il y en a... Est-ce qu'il y en a que c'est... Ils jouent dans des films, c'est tout, ils font rien d'autre. Mais tu sais, je sais qu'aux États-Unis, oui, ils peuvent se permettre. Oui, ça n'a rien à voir. Mais au Québec, il y en a-tu? Non, je pense c'est pas capable d'en aimer, hein? Non. Nous, pour vivre, il nous faut faire tous les médias possibles. Faire de la voix, faire du doublage. C'est ça, faut toucher à tout. Faut toucher à tout. Fais-tu du doublage? Très peu. Okay. Mais j'en fais. OK. Très, très peu. C'est laquelle partie que t'aimes le plus dans le métier? Lequel chapeau? J'aime beaucoup tourner. J'aime ça tourner. Ouais, hein? Ouais, j'aime ça tourner. J'adore le théâtre aussi, là. J'en fais tout le temps. Ben oui. J'en fais chaque année. Ben oui. Là, tu vois, cette année, j'en ai pas, là. En ce moment, c'est la première fois depuis, je sais pas combien, 20 ans. Ouais. Que j'ai pas de... J'en ai en 26. OK. Mais en 25, j'ai rien. C'est tellement pas la même énergie non plus. T'sais. Non, c'est sportif. Puis à mesure, tu vois, là, j'ai 53. Puis, tu sais, sur scène, je me donne. Là. Puis surtout, on me donne des rôles où il faut que je me donne. Ah oui, souvent. Fait que, à un moment donné, il y a eu des moments où j'ai fait comme, oh, OK. Quand les gens me disaient tout le temps, hey, c'est physique le théâtre, je disais, mais non, pourquoi physique? Je disais, on court.
Puis là, enfin oui, finalement, c'est physique, le théâtre. C'est physique. C'est pas une espèce d'incarnation énergétique, là. Faut que tout passe jusqu'au dernier siège en arrière. Puis ça, c'est pas juste une question... C'est un peu ésotérique, là. C'est une question d'énergie, tu sais. Ouais. Puis cette énergie-là, elle dépense de l'énergie. Pour en donner, ben, ça en Ouais. T'as-tu t'es-tu capable de nommer comme ça, là, facilement, tes rôles les plus difficiles que tu as eu à incarner? Ou il y en a pas qui sortent du lot? Difficile. Difficile, ça veut pas nécessairement dire que... Comment dire? C'est pas ceux nécessairement qui ont demandé le plus de travail qui ont été les plus difficiles. Okay. Dans le sens que tu vois le film dont je te parlais plus tôt, Comme le feu, c'était difficile parce que c'était un long tournage, parce que c'était des longues takes, puis parce que ça demandait... Mais, comment dire? Je pense je sentais que j'étais à ma place. Mais c'était ça. Pas angoissant, c'était juste du travail solide, mais très... Moi, je parle plus de prendre un rôle que tu rentres dedans, ben, tu sais, que t'as eu l'audition, whatever, tu sais, t'as le rôle, tu rentres dans le rôle, t'es comme, je suis pas bien, c'est tough, je sais pas comment. Tu sais, que tu dois tricoter, trouver ta place là-dessus, puis... Non, ça m'est jamais arrivé. Que je me dise vraiment, oh shit, je suis pas à ma place. Tu réussis à toujours trouver une source de motivation ou centrale. Oui, toujours. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tout le temps, tous les artistes sont comme ça. Il y a tout le temps, à un moment donné, en plein milieu du tournage ou en plein milieu des répètes pour une pièce de théâtre, tu fais, ça va être la catastrophe. Ça marchera pas. Je vais faire échouer le projet. Je suis de la merde. Tout le monde va se rendre compte. Enfin, ils vont se rendre compte que je suis une fraude. Tu sais, je pense qu'on a tout ça, là. Ouais. Tu sais, j'ai une amie qui m'avait dit ça à propos de la moitié gauche, tu sais, où moi, dans mes souvenirs, je suis super heureux sur ce tournage-là, puis c'est un rôle qui me va comme un gant, puis ça va bien. Puis il y a une amie qui m'avait dit, tu te rappelles pas, à un moment donné, tu étais revenu en me disant, Philippe va regretter amèrement de m'avoir choisi. Je vais faire fucker le projet, je vais détruire le projet, tu sais. Fait qu'il y a toujours des moments, je pense, où on doute, puis je pense que c'est une bonne chose, parce que ça nous garde quand même... sur le qui-vive, là. Sur le qui-vive, puis tout le temps vouloir faire mieux, puis tout le temps être sur le mode je crée, puis je propose, puis j'essaie. En tout cas, moi, je suis comme ça. Oui. Puis j'aime pas ça me répéter. Fait que quand j'ai un nouveau rôle, j'essaie de faire quelque chose de différent, j'essaie... Tu sais, mais il y a des rôles qui sont plus loin. Tu vois, j'ai tourné dans une série télé. Je tourne pas beaucoup à la télé, j'aimerais vraiment ça en faire plus. J'ai tourné dans une série télé il y a 2-3 ans qui s'appelait Classé secret. OK. Sur les services secrets et tout. Puis je joue un gars extrêmement comme dark et taciturne. Pas expressif. Hey, moi, c'est tough pas être expressif, tu sais. Puis en plus, je me disais, fais rien que ta face. T'sais, je me concentrais pour que les muscles de ma face bougent pas, puis évidemment, ça marche pas. Je me regarde à l'écran, je dis, voyons non, je suis supposé pas faire bouger ma face, ça bouge pareil. Mais, tu vois, ça, c'était quelque chose qui me demandait, mais c'était un super défi, j'adorais ça faire ça. Là. OK. Mais c'était très, très loin de moi. Oui, c'était... Très, très loin. Le gars que quand il sort de chez lui, c'est un gars dans les services secrets. Quand il sort de chez lui, il est poker face. Ouais. Il est tout le temps... C'est une vie de mensonge contre mensonge. Si la personne dit ça, ça veut peut-être dire qu'elle fait semblant de mentir pour que je croie qu'elle dit la vérité, mais qu'elle ment dans le fond. Tu sais, 8 coups d'avance. Oh, oui. Alors, c'est très, très loin de... Ça devait être le fun à faire. Ah, c'était super. C'est un super beau scénario. C'est intéressant parce que c'était écrit par quelqu'un qui avait vraiment travaillé dans les services secrets. Puis ça paraissait. Okay. Puis tu vois, c'était pas une série nécessairement facile. C'est une série avec plein de retournements. Okay. C'était pas nécessairement tout cul dans le bec pour le spectateur. Ce qui est le fun, ça. Ce qui est vraiment cool. Oh oui. Et d'ailleurs, je pense que la série a été achetée à l'international. OK. Cool. Ils vont la refaire. C'est je pense que les Américains vont la refaire, quelque chose genre. Ouais. Ah, c'est cool. Tu m'as-tu préparé ta petite liste de suggestions? Non. Je te dis, je suis certain. Je suis dans le ménage de cette histoire de refaire mon c'est correct, mon bureau chez nous. Je suis certain que t'es capable de me nommer quelques trucs
un livre, un film de chevet ou des trucs marquants? Deux livres que j'ai lus récemment qui m'ont vraiment plu. Annie Ernaux, Mémoire de fille. Okay. C'est-tu Mémoire de fille ou Mémoire de jeune fille? C'est Je vais voir. Annie Ernaux, tu dis? Oui. Okay. Écrivaine française qui a reçu le prix Nobel, je pense, en 22. Vraiment, là... comment dire, un retour sur sa vie. Mémoire de fille. Ouais, un retour prix sur... Nobel 2022. Ouais, voilà. Un retour sur sa vie de jeune fille. En fait, c'est l'été de ses 18 ans, c'est 1958, okay. C'est l'été de ses 18 ans où elle est monitrice dans un camp d'été et il va se passer quelque chose de très traumatique, un abus. Okay. Et l'influence, en fait, qui est même pas vécu comme un abus sur le coup, c'est ça qui est encore plus intéressant et profond. C'est que culturellement, c'est comme tellement normal dans la France de 1958 qu'un homme s'impose sur une fille, surtout il y a quelques années de plus qu'elle, il y a 22 ans, 23 ans, mais elle le voit déjà comme un homme. Mm-hmm. Okay. Et puis il va faire... allez, fini les chichis, allez hop, à la casserole. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Puis elle... ça passe pas. Elle, c'est normal qu'on la traite comme ça un petit peu. Et ça va être toutes les conséquences psychologiques de ça, et c'est magnifiquement bien écrit, c'est très très bon. J'ai adoré ça. Okay. Et un bouquin, et là il faut que je ne me rappelle pas du nom de l'autrice. Ah. C'est une femme qui vient de Hawaï. Est-ce que tu tiens d'une et ça s'appelle A Little Life. Je pense en français ça a été mais je lis en anglais, mais ça a été traduit par Une vie simple. Elle a un nom un peu... Anya Yanagiara. Ouais, voilà. Et une vie comme les autres. Comme les autres. Voilà. Une vie comme les autres. Et c'est l'histoire de l'amitié entre quatre hommes. OK. Et c'est fantastique parce que c'est écrit comme une femme, par une femme. Et c'est une amitié très tendre et très... comment dire... une vraie amitié de jeune homme qui dure toute la vie, là, à travers, et c'est ça, c'est 4 amis qu'on voit évoluer au fil des ans, dont un qui a un passé particulièrement traumatique et qui n'a jamais mis au courant les 3 autres de son passé. Bon, en fait, évidemment, ils sont pas fous, ils s'en doutent, là. Qu'il y a quelque chose. Ouais. Et c'est de voir cette espèce d'amour inconditionnel de ces amis-là envers cet être profondément aimable qui réussit toujours presque de manière magique à être aimé de tout le monde qu'il croise, mais qui, lui, de façon radicale, se déteste. Okay. Mais de façon radicale. Okay. Il est persuadé, et c'est le fun parce que ça nous fait rentrer dans la tête de quelqu'un qui est traumatisé, qui a vécu des abus, comment c'est impossible, ça a été imprimé dans la tête de cet enfant-là, qu'il est pas aimable. OK. Et c'est très triste. Mais en même temps, bon. Et c'est écrit de façon extrêmement réaliste. Ça se passe de nos jours et tout. Puis ça dépeint en plus tout un portrait social d'une certaine élite intellectuelle américaine. Mais ça va tellement loin que ça en est presque une fable par moment. OK, wow. Parce que ça dépasse, selon moi, ça dépasse un peu la réalité, là. Ça se peut comme pas. Certaines choses se peuvent pas. OK. Okay. Alors, on tombe un petit peu on décolle légèrement du réalisme, à mon avis. OK, parfait. Ben écoute, puis c'était souligné parce que ça gagne un paquet de prix. Oui. Ici et là, c'était vraiment... Ça se passe à New York. OK, ben écoute, je mets ça sur ma liste. Un film... j'ai vu un film que j'ai beaucoup aimé ces jours-ci, L'île de Bergman, de... C'est bon. Je sais pas qui, Love. C'est une réalisatrice française, mais ce film-là est fait en anglais. Hansen Love, qu'elle s'appelle? Un instant, je te dis ça. L'île de Bergman, c'est réalisé par Mia Hansen Love. Mia Hansen Love. Magnifique film. Okay. Qui
superpose un petit peu réalité et fiction parce que c'est un couple de cinéastes qui s'en vont sur l'île de Faro où Bergman vivait et qui sont en résidence là. Okay. Si tu veux, pour écrire. Et elle a plus de difficultés que lui à écrire son film et elle va se mettre à le raconter et peu à peu, le film et le présent vont se superposer un petit peu dans le film. Okay. C'est super le fun. Okay. Vraiment, j'ai adoré ce film. Puis il y a l'actrice luxembourgeoise qui joue là-dedans. Il y a Mia Wasilowska, Tim Roth, Vicky Krieps. Je pense que c'est elle. Qui jouait dans Serre-moi fort de voyons l'acteur Amalric. Oui. Ouais, qui est très très bonne là-dedans aussi. Okay. Là. Alors ça c'est ça. Puis j'ai commencé aussi la jeune fille et l'aiguille. Okay. Tu vois, ça c'est tous des trucs en ce moment qui sont sur Mubi là. Puis je l'ai pas tout écouté parce que, tu vois, en vieillissant, je deviens de plus en plus sensible. Les choses me heurtent plus facilement. Je sais pas si c'est drôle, hein? Moi aussi. Ouais, c'est avec les enfants. Puis je me demandais si c'était pas une affaire de mon métier d'acteur, d'être tout le temps imprégné de sentiments puis de me faire croire, d'avoir cette espèce de muscle-là, d'être à fleur de peau. Écoute, la misère, j'ai de plus en plus de difficultés, ça me hante, ça me poursuit. Quand je vois de la souffrance, j'ai plus du tout le cynisme de la jeunesse, j'ai plus du tout la carapace de la jeunesse. Ouais, ça me rentre dedans direct, puis j'ai peine de la misère avec ça. Écoute, moi, je te comprends, c'est même situation, puis je pense que le fait d'être parent aussi, ça va là. Puis moi, en ce moment, au-delà des films, les films, oui aussi, ça m'affecte, mais moi, ce qui m'affecte le plus en ce moment, c'est le métro Berry-UQAM. C'est drôle, j'allais dire la même affaire. On est rendu là. C'est là qu'on est rendu, les amis. Ça n'a pas de bon sens. Pas juste Berry-UQAM. Oui. Hier, avant hier, j'ai été à une manif avec mes filles pour la Palestine. Puis on a passé par le métro Bonaventure. Là, c'était un camp, man. Ah oui. Il y avait un camp j'allais dire de réfugiés, mais un camp littéralement comme à Los Angeles comme on voit sur les plages là où est-ce qu'ils sont sur le bord de la route. Écoute, il y avait peut-être je sais pas moi une quinzaine de personnes dans des Berry-UQAM, c'était ça hier moi en sortant pour aller vers Saint-Denis, bien que la route, j'ai au moins 8 personnes avec des sleeping bags à l'intérieur qui dorment, mais il fait froid dehors. Ben oui, c'est normal. Mais c'est normal. Moi, j'aimerais ça que Legault puis Fitzgibbon, là, il est plus là, mais tous ces gens-là là, qui gèrent notre pays comme si c'était une business, là, qui se trouvent fantastique puis au-dessus de tout le monde, là, j'aimerais ça qu'ils prennent le métro de temps en temps. Ils savent pas c'est quoi. Puis qu'ils se rendent compte que ça fait 30 ans qu'on est gouverné par des gouvernements néolibéraux, puis de droite économique, puis qui nous rechantent la même maudite chanson que l'État doit serrer la ceinture, puis que l'argent il y en a pas, puis que pendant ce temps-là, des milliardaires il y en a de plus en plus, puis c'est drôle, hein, c'est drôle, l'argent il est là, il est tout le temps là, c'est juste qu'au lieu d'être distribué, il s'en va dans les poches des mêmes personnes. Mais bon, j'aimerais ça que ce monde-là, ils prennent le métro. Une petite run, là. Moi, je prenais le métro 1h15 aller, 1h15 retour pour aller au secondaire puis au cégep. OK? J'habitais en banlieue. Puis ça me prenait 1h15 aller, 1h15, 1h30 retour. Wow. Donc, j'en faisais du métro, là. Hein? Ouais. Ça, j'ai fait ça de secondaire 3 à cégep 2. Et je croisais je croisais une ou deux personnes qui demandaient la charité dans tout mon trajet. En général, une personne soit en chaise roulante ou avec un handicap ou quelque chose du genre, qui demandait la charité. Point barre. Là, il faut qu'on enjambe, qu'on passe par-dessus le monde qui sont dans des états de désespoir profond. Profond. Oui. Et il y en a 22 par station. À un moment donné, là, c'est tout ça parce que c'est drôle parce que le gouvernement Legault, ça se dit un gouvernement nationaliste qui croit bien gros au Québec puis qui croit bien à notre spécificité puis tout. Mais c'est une drôle de spécificité quand on recommence à ressembler de plus en plus aux États. Tu sais, parce qu'avant, cette réalité-là, c'était les Américains qui l'avaient. Puis nous autres au Canada ou au Québec, on était épargnés de ça à cause d'un système
plus clément, plus à gauche, avec un filet social plus conséquent. Puis là, maintenant, ben, c'est pareil comme là-bas. Fait que je me demande s'il est fier de tout ça. Hein? Notre belle fierté, nous autres au Québec. Ben, nous autres au Québec, on est pareil comme partout ailleurs. Non, non. C'est vrai, puis c'est troublant de... c'est comme... comme tu dis, demander la charité, c'est une affaire. Puis tu sais, on en est sensible, puis c'est normal, tu sais. Mais là, mais c'est même pas ça. C'est même plus, même plus la charité. T'as tout à fait raison. C'est comme un non-lieu. Parallèle. C'est juste comme un lieu où est-ce qu'ils sont là. Ils en demandent même pas. T'as raison. Ils sont debout, puis là, ils ont le regard vide, ils ont nulle part où aller. Ils demandent même pas la charité. Il y en a qui y en a, mais la majorité, ils le demandent pas. Ils déambulent dans le métro parce qu'il fait comme chaud. Des zombies. C'est bizarre, là. C'est vraiment... c'est inquiétant, là. C'est vraiment inquiétant. En tout cas. Et puis, t'as raison, parce que c'est comme un monde parallèle. On les ignore. Ils nous ignorent. Et ils sont juste... Ils baignent dans leur truc. Dans leur espèce de... Et puis, bon... C'est la maladie mentale, c'est la grosse dope. C'est je veux dire, là, je veux dire... Tu sais, je veux dire, voir quelqu'un fumer sa pipe de crack sur le banc du métro, là. Ah, mais non, c'est ça. C'est pas du tout que je dis, oh mon Dieu, que ça me scandalise donc ben, là, pas pantoute. C'est pas ça. C'est le fait que c'est un geste de désespoir, là. Je veux dire, quand tu fumes du crack, là, c'est pas le party, là. Non. C'est dark, là. C'est dark. C'est dark. Puis tu le fumes publiquement. Oui, parce que de toute façon, les gens t'ignorent. C'est ça. C'est comme s'il y avait un mur. Non, je sais. C'est complètement sauté. Bref, le métro. Ah, mais gars, hey, cela dit, j'étais content de te voir. J'étais content qu'on se parle aujourd'hui. Je te souhaite un bon ménage dans tes affaires. Merci. Puis un album à un moment donné, on se dira, je sais pas quand, mais quand tu l'auras prêt, tu me diras. Super. Cool. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.